Et coucou à tous, salut tout le monde, que ce soit les fans de Star Wars ou les petits curieux passionnés par cet univers d'une galaxie lointaine, très lointaine. Bienvenue à tous. Pour ceux qui nous suivent sur YouTube en VOD, eh bien n'hésitez pas, sachez que tous les mercredis à partir de 20 h, Starpoint c'est en live avec la communauté, c'est sur Twitch que ça se passe, vous avez le lien dans la description. Et du coup j'en profite. Coucou Maud, Landroche, Kessus, Milo, Glavenant Cédric, Touk, Archevert, Aria, Kenobi, Chaton, Benoub, Aria j'ai déjà dit, mais je te le redis quand même, j'ai bien que je te l'ai redit, mais je te l'ai quand même. Maudinette, coucou à tous ceux qui sont arrivés, Milo bien évidemment, coucou à tous. L'émission Starpoint, c'est quoi? C'est une émission pendant un temps sur l'actualité hebdomadaire de Star Wars. Il y a eu de l'actualité cette semaine dont on va pouvoir traiter ensemble. On parle de la news, je vous la lis, on en débriefe ensemble. Et vous allez voir que cette semaine encore, comme pour la semaine dernière, ça va parler très cinéma. Beaucoup d'informations autour des films. Il y a une petite exception, vous verrez, mais ça s'accélère vraiment du côté des films, plus calme du côté du jeu vidéo. On a eu l'annonce du dernier remaster et depuis, c'est vrai que c'est un peu plus calme. On attend évidemment la grosse mise à jour du 21 novembre du côté de Star Wars Outlaws. Mais hors de ça, pour l'instant, pas trop d'infos sur le reste. Mais là où il n'y a pas de jeu vidéo, il y a du film, il y a de la série, il y a un petit peu de tout. Ça va vraiment parler beaucoup de live action ce coup. Si vous allez voir, et on va démarrer tout de suite avec quoi? Eh bien tout simplement une première information un petit peu plus compliquée, on va pas se mentir. Encore une semaine sans news sur KOTOR Remake, bref, une bonne semaine. Pourquoi une bonne semaine? Non, on veut de l'actu. Ça va s'accélérer de ce côté-là. Attention, vous êtes prêts? Une news pas folle, mais bon, on verra où ça va mener. Attention, vous êtes prêts? Bam! Ah bah vous la voyez pas très bien. Attendez, vous la voyez pas très bien parce que ça, voilà. Après Damon Lindelof, Steven Knight quitte à son tour le Star Wars avec Daisy Ridley. C'est le scénariste. Et c'est une deuxième scénariste qui quitte le projet. On sentait que ça n'arrivait pas à trouver le bon chemin pour ce film-là. Et apparemment, ça se concrétise, hein, puisque du coup, le scénariste s'en est allé. On va lire l'article que j'ai pris de première. Le créateur de Peaky Blinders est-il trop occupé par le tournage du film dérivé de la série? Point d'interrogation. En mars 2023, on apprenait que Damon Lindelof, Lost et The Leftovers, et Justin Britt Gibson, Into the Badlands, hop là, tac, Into the Badlands laissaient tomber le film Star Wars qu'ils étaient en train d'écrire depuis l'automne pour Charmaine Obaid chez China, Miss Marvel, la réalisatrice de Miss Marvel et qui va s'occuper du film. Il avait immédiatement été remplacé par Steven Knight, le créateur de Peaky Blinders, travaille aussi bien pour le cinéma, Les Promesses de l'Ombre, allié que pour la télévision, Dirty Pretty Thing, Rogue Heroes, et son arrivée sur ce projet semblait confirmer sa bonne avancée, mais un an et demi après, et alors que le retour de Daisy Ridley en Rey avait été confirmé, il quitte à son tour le navire. Variety qui dévoile l'info ne justifie pas son départ. Peut-être qu'il est trop absorbé par la publication du film Peaky Blinders pour Netflix. Celui-ci est en tournage au Royaume-Uni depuis le début du mois. Et s'il n'en est pas le réalisateur, il reste très impliqué. S'il n'a plus de scénariste Star Wars, The New Jedi Order, pourra-t-il sortir comme prévu le 20 mai 2026? Première n'a toujours pas retenu la leçon. Je vais arrêter de prendre les articles sur Première. C'est fou, hein. Ce n'est pas ce film-là qui est prévu pour le 20 mai 2026. Première. Ils nous ont déjà fait le coup il y a 2 semaines. C'est incroyable.
Le film qui est prévu pour le 20 mai 2026, c'est The Mandalorian and Grogu, qui d'ailleurs, je vous l'annonce, a fini son tournage. Voilà, donc il passe en post-prod à partir de maintenant. Ce n'est pas la première fois, très très belle. Et coucou Guitou, comment ça va? La fameuse divergence créative, exactement. Bah pour le coup, on va y revenir. D'ailleurs, je finis l'article, même s'il est erroné sur la fin. C'est fou quand même. Ils font 2 fois l'erreur. Je vais arrêter de prendre les news sur première, hein, vraiment. Pas sûr, même si pour l'instant l'actrice et réalisatrice restent bien, et la réalisatrice reste bien attachée au projet. Voici ce que Ridley nous a confié à propos de ce film lorsque l'on l'a croisé au festival de Deauville. Eh bien, vous avez pas pensé pour des brocs. Alors, le film est toujours prévu pour mai 2026? Non, il n'a jamais été. Je vous jure, je vous jure. Bref, tout ça pour dire. Sans scénariste, il risque d'avoir un peu de retard. Oui, tout à fait. Sauf que, Kessus, sauf que, c'est là où on en parlait déjà la semaine dernière, c'est qu'ils ont commencé à comprendre leurs leçons, Lucasfilm et Disney, puisqu'il fut une époque pas si lointaine où les divergences artistiques, les fameuses, comme le dit Guitou, ou Kenobi, je ne sais plus qui l'avait dit, les fameuses, c'était Kenobi, où les fameuses divergences artistiques ne faisaient pas retarder la date. C'est-à-dire que même si le scénario ressemblait pas forcément à grand chose et qu'il a été repris par 3 scénaristes, la date était la date. Ce n'est plus le cas. Ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, quand quelque chose n'est plus prêt, il reporte. Et ça, c'est bien. Quand ça sent le pâté, il reporte. Et ça, c'est bien aussi. Genre, maintenant, ils ont, je pense, compris les leçons. Et c'est très très bien, hein, vraiment, j'insiste là-dessus. Quand c'est sur 2 pieds et que c'est un peu déséquilibré, prenons le temps, équilibrons. Si ça n'a pas marché avec les 2 premiers scénaristes, ça marchera peut-être avec un 3e, et ainsi de suite. Et puis voilà, mais au moins, ils seront contents un jour du scénario, tout le monde sera content, ils auront pris le temps, ils prennent du temps pour la post-prod aussi, c'est plus chronométré. Voilà, donc en vrai, voilà, je veux dire, même là, vous vous rendez compte, on est en 2024, en octobre 2024, ils viennent de finir le tournage de Mandalorian and Grogu. Le film sort en mai 2026. Ils ont un peu plus d'1 an et demi de post-prod. Franchement, mais qu'est-ce qui leur arrive? Franchement, c'est très bien, vraiment, bravo. Donc voilà, les leçons sont retenues. Donc moi je ne le vois pas comme une si mauvaise nouvelle que ça, même si un jour il faudrait quand même que, voilà, on sent qu'il y a l'idée de départ, mais qu'ils ont du mal à trouver le scénario, un scénario viable. On avait parlé la semaine dernière de la possibilité du retour de John Boyega, qui arrive en mode, les gars, bon, Star Wars ça me manque un peu, même si j'ai, voilà, claqué la porte, finalement... Il y a peut-être un monde où je pourrais peut-être revenir. Parce que maintenant il refait des conventions Star Wars. Il recrie son amour pour la saga. Les choses se passent. Ils n'ont plus David Goodenough dans l'équipe. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Je pense qu'ils en ont eu marre d'en prendre plein la poire avec Obi-Wan, Boba Fett et la dernière trilogie. Bah oui, mais après... Alors... Après, encore une fois, dans le tas, il y a eu des trucs cool et tout, mais le problème, c'est que peu importe ce qui peut se passer en interne, au départ, une date était une date. C'est ce qui a fait le fiasco, enfin le fiasco, non, en termes d'entrée, il a très bien marché, mais c'est ce qui a fait Star Wars épisode 9. Ah, allô? Alors, je ne sais pas si vous m'entendez, j'ai tout qui a sauté. Allô, allô? Alors peut-être que vous m'entendez, mais moi j'ai mon écran qui a figé. Hop là. Ça y est, ah bah non, ouais, c'est bon. Vous m'entendez, tout va bien. J'ai mon écran qui a figé. Très bizarre. Voilà, bon. Coucou Pixel, comment ça va? Oui, on t'entend et tout. Bon, c'est bon. Alors parfait, super.
Donc oui, je disais donc, voilà, c'est ce qui a fait que l'épisode 9, voilà, est ce qu'il était. Il a été recommencé, le scénario a été refait 3 fois, avec des changements évidemment profonds, 2 réalisateurs, carrément, 2 scénarios, suite au départ précipité malheureusement de Carrie Fisher, qui nous manque. Donc voilà, et ça sans jamais changer la date. Pareil pour le film Solo, hein. Changement de réal et de scénariste en plein milieu du tournage. Non mais c'est n'importe quoi. Tu imagines, ça aurait pu faire une trilogie. Non mais enfin, c'est voilà. Là vraiment, c'était n'importe quoi. Les dates étaient les dates. Car il s'en fichait un peu, je crois. Elle est très très bonne, Konami. Elle est très très bonne. J'aime beaucoup. Je suis très très fan de ce genre d'humour. Ça, Donc c'est vrai que voilà. Tant mieux. Pour moi, c'est pas une si mauvaise nouvelle. On sentait que c'était problématique. Le tournage avait été reporté, etc. On savait pas trop pourquoi. On y voit un peu plus clair. Le scénario était pas prêt. C'est officiel. Le scénariste et Lucasfilm, du coup, devait être en désaccord. Et let's go. Mais je préfère. Coucou Gaska. Comment ça va? Tout ça pour dire que... Non, c'est pas ce que je voulais faire. Hop là. Tac. Bim. Voilà pour la première news. Voilà pour la première news. Je vais être honnête, j'adore le perso de Rey, mais je ne vois pas l'intérêt de faire un nouveau film. Bah, en vrai, moi plus. Bizarrement, je vois plutôt l'intérêt de faire ça. Parce que ça va consolider une postologie qui n'est pas forcément très appréciée par tous. Et qui en a besoin. Parce que plus on va consolider ce qui se passe avant, et plus on va consolider ce qui se passe après, plus la postologie va pouvoir ressembler à quelque chose qui risque d'être apprécié par tous. C'est fou de dire ça comme ça, mais par exemple, on avait eu l'information par X-Man que vous pouvez retrouver sur la précédente Starpoint du personnage de Snoke qui aimerait, voilà, l'acteur qui aimerait que on lui donne un peu plus de Snoke, peut-être bah, justement pendant un Mando Grogu, peut-être, je sais pas, mais histoire que bah, ça renforce tout ça. Et plus on va renforcer les à côté, et plus la posto peut se relever. Et ça c'est important. Parce que la posto, on aime ou on n'aime pas, c'est canon. Il faut s'y faire. Donc, clairement, à partir du moment où c'est canon, qu'est-ce qu'on peut faire? Soit on l'ignore, et c'est complètement con, parce qu'elle existe, et qu'il y a des trucs qui tournent autour. Soit on la renforce, on lui donne du corps. Et c'est ce qui va se passer avec bah, les séries du Mandoverse, et à l'exact opposé, la suite avec le Nouvel Ordre Jedi. Et Mark Hamill a raison de se plaindre de son traitement dans la posto. Alors tu sais Kenobi, que pour la petite anecdote, moi, clairement, alors je vais te le dire, moi je suis un fervent amoureux de l'épisode 8. Donc je ne suis pas d'accord avec toi, tu as totalement le droit de le penser. Moi voilà, je suis beaucoup plus mitigé, voire un peu dégoûté de l'épisode 7 et de l'épisode 9, mais j'adore profondément l'épisode 8. Et sache que ce fameux traitement de Mark Hamill dans la postologie, et donc dans l'épisode 8, qu'il a dit ne pas aimer, eh bien en vérité, et il l'a reconnu lui-même, hein, il aurait pu être en désaccord avec George Lucas himself. Parce que l'idée d'un Luke Skywalker désabusé qui s'est barré sur une île éloignée de tout, l'idée de base vient de George Lucas. Comme quoi, ça va nous faire tourner en rond. Surtout, Luke a reformé l'ordre et il a été détruit par Ben. Et là, elle le reforme aussi. Il va se passer quoi? L'ordre va à nouveau être détruit. De mon point de vue, l'ordre Jedi est révolu. Mais c'est tout ce que raconte la postlogie. C'est que Luke a voulu se rebaser sur les préceptes des anciens Jedi. Et que c'est pour ça que ça s'est effondré. Là où Rey sait qu'il ne faut pas reproduire les erreurs. C'est d'ailleurs pour ça que tout a cramé, que Yoda a tout fait cramer, que voilà, que le meilleur maître c'est l'échec, il faut tout recommencer, mais mieux, et pas refaire les mêmes erreurs, et plutôt basculer vers le gris, chose que Rey est très capable de faire par son lien de parenté avec un certain Palpatine. Elle a frôlé l'obscur, ne l'oublions pas, voire même pour moi,
elle l'a en elle. Et donc du coup, il pourrait se passer aussi un retournement de situation où peut-être que bah ouais, pourrait virer du côté obscur et serait peut-être la grande méchante qu'on n'aurait pas vu venir, etc. Franchement, il y a des trucs cool à faire. Vraiment, il y a des trucs cool. Darkrai, honnêtement, elle déchire. Le peu qu'on a vu de Darkrai, c'est peut-être le seul truc bien de l'ascension de Skywalker. Unpopular opinion, l'épisode 8 est mieux que le 5. Ah oui, alors bon, là, Kenobi... Non, tu as totalement le droit de le penser. Surtout que, bah oui, pour une toute autre génération, l'épisode 5 peut être un peu mou du genou. Mais pour moi, l'épisode 5, c'est mon numéro 1. Après, l'épisode 8 est très très bien classé. Hein. Voilà, très unpopular. Bah ouais, mais il a le droit. C'est comme, franchement, en vrai, l'épisode 8 est un peu une unpopular opinion. Même si j'ai l'impression que depuis quelques temps, l'épisode 8 est en train de ramener un peu la fanbase à lui. Il y a quelque chose qui est en train de se passer autour de l'épisode 8. Voilà, genre il est en train de recevoir ses lettres de noblesse. Ah ben, non mais de toute façon, un classement Star Wars, il y a rien de plus subjectif qu'un classement Star Wars. Hein. Coucou Tarkin, comment ça va? Il y a des choses à dire sur Yoda aussi, mais c'est autre chose. Oui, bah là, pour le coup, faudrait revenir vers l'arrière, mais pourquoi pas? Ah non, si Ray passe du côté obscur, ça serait trop répétitif. Anakin a basculé, Ben a basculé. Ben a basculé, Ben a pas du tout basculé. Ah, Ben Skywalker, pardon. Parce que j'avais cru Ben Kenobi. Là, j'avoue, s'ils font pour ça, pour être loin à mon sens. Ah bah non, mais pourtant, c'est la plus à même. C'est la plus à même. Pas une question de mou du genou, à part la révélation, le 5 ne raconte rien et finit sur un cliffhanger facile. Je ne suis pas d'accord. Il va y avoir du débat. On va le faire. Kenobi reste dans la place. Si tu es chaud, tu pourras venir raconter ça lors du débat. Ça pourrait être très très cool. Raconter vos unpopular opinions, honnêtement. Je sais par exemple que Alison adore l'épisode 9. Franchement, ça pourrait être très intéressant. Un débat Starpoint sur les unpopular opinions. Ça pourrait être très cool. Franchement, après les choses évoluent avec le temps, il y a 10 ans, la pire trilogie Star Wars selon les fans, c'était l'épisode 1, 2, 3. Ah non mais alors Kessus, complètement, hein, complètement. Moi, quand je vois les vidéos de Disneyland, où tu vois toutes les petites gamines déguisées en Rey, etc., et avoir les yeux vraiment en mode, oh mon dieu, quand ils rencontrent les personnages de Rey, de Kylo Ren, etc., enfin, de vous à moi, tout est une histoire de génération, c'est leur trilogie. Alors, on peut faire les vieux désabusés et dire, ouais, bah les pauvres, paye la trilogie. J'insiste, et Kessus a totalement raison de le dire. Les amis, la prélogie, quand nous on l'a aimé, la fanbase l'avait détesté. Détesté, jusqu'à harceler les acteurs, jusqu'à voilà, faire des dingueries. Aujourd'hui, avec le petit Anakin, avec Hayden Christensen, avec j'arrivais, avec Best, donc Jar Jar, les emmener dans un harcèlement le plus total. Et aujourd'hui, on est là en mode, oui, mais à l'époque, George Lucas, c'était quand même autre chose, la prélogie, parmi les meilleures trilogies, etc. Gars. D'ailleurs, petite information, aujourd'hui, jour pour jour, ça fait 12 ans que la signature de George Lucas et Disney, Bob Iger, a été faite. 12 ans jour pour jour aujourd'hui. Petite info bonus. Coucou Axou. J'adore le film avec les Ewoks. Tu as le droit. Je déconne, ne mettez pas ça dans le banc. C'est du cinéma tout ça. Elle est belle. Mais oui, donc ouais, ça fait 12 ans. Aujourd'hui, jour pour jour. Avec les combats de sabre où ils font tourner leurs sabres dans le vide. Oui. C'est vrai. C'est vrai. En vérité, les combats de sabre sont peut-être même... voilà. Alors, mieux chorégraphiés, non. En fait, la mise en scène est peut-être plus décevante dans la posto. Mais elle ressemble plus à des combats de sabre, on va dire, legit. Mais oui. Après, en termes de chorégraphie de mise en scène, la prélo... elle envoyait quand même. Mais comme quoi, voilà. Donc, vous dire dans 10 ans ce que sera la postlogie aux yeux des gens, c'est impossible. C'est impossible, vraiment. Donc, voilà. Et c'est pour ça que je dis, bah, donnons du corps, allons-y, renforçons. Perso, j'ai pas aimé le décalage narratif entre le 7, 9 et le 8. Team 8, Gitu, pareil, Team 8. Moi aussi, j'ai pas trop aimé, bah, le gros, l'immense
problème de la postlogie. Et là, par contre, même si on aime la postlogie, il n'y a pas de problème. On ne peut pas aller à l'encontre. Là, c'est factuel. Le plus gros problème de la postlogie, c'est que le scénario de la trilogie n'a pas été écrit en amont. Donc, on n'a pas une trilogie qui se raconte. On a des films les uns après les autres. Et ça, c'est un vrai problème. Pour ma part, le combat le plus emblématique est celui de Anakin face à Obi-Wan. Lequel? Parce que maintenant, il y en a eu 2. Il y en a eu même 3, mais il y en a un qui était quand même un peu plus osef. Comme tu le montrais la dernière fois avec les rushs de la prélogie, il tâtonnait un peu. Le scénario aurait pu aller dans une autre direction. C'est vrai, t'as totalement raison, Cassius. Sans Mustapha, ouais. Il y a une trilogie qui se démonte. C'est ça. C'est ça. Mais en tout cas, voilà. Mais ouais, en vrai, je pense que le premier débat peut être très 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 intéressant sur les unpopular opinions. Ça peut être assez cool. Allez, on va passer à la deuxième actu. En vrai, là, mais c'est ça. C'est aussi ça qui est bien dans Starpoint. C'est qu'on peut papoter. Et coucou Seth, comment ça va? On vous a dit qu'il y avait un film qui tâtonnait. Il tâtonne, le film. Il tâtonne. Bah, il y en a un qui confirme qu'il va très bien et qu'il va commencer son tournage très bientôt. On en a parlé la semaine dernière, ce n'était qu'une rumeur et le réalisateur l'a confirmé au courant de la semaine. C'est pas ça que je voulais faire. Star Wars Dawn of the Jedi, James Mangold confirme que le tournage commencera bien en 2025. Comme je vous le disais, on en avait parlé déjà la semaine dernière. Est-ce qu'il sortira le 26 mai 2025? Là j'ai pris l'article de Tool CD. Je ne connaissais pas ce site, mais l'article était cool. Voilà. Sachant qu'il n'y a pas forcément grand chose à dire. Mais bonne nouvelle pour les fans de la saga Star Wars. Le réalisateur James Mangold, connu pour ses films à succès comme Logan et Ford v Ferrari, vient de confirmer qu'il sera aux manettes du prochain opus intitulé Star Wars Dawn of the Jedi. Alors ça, il l'a pas confirmé, ça l'était déjà. Dans une récente interview dans le magazine Empire, le cinéaste a révélé que le tournage de ce nouveau volet, très attendu, devrait débuter dès l'année prochaine, une fois son travail terminé sur le biopic de Bob Dylan. Voilà. À voyager le temps de passer de la galaxie Star Wars 25 000 ans avant la menace fantôme, Star Wars Dawn of the Jedi nous emmènera dans un passé lointain de la saga, bien avant les événements dépeints dans les films de la prélogie. J'adore quand ils n'arrivent pas à faire le Star Wars The Old Republic. Ils n'y arrivent pas, c'est-à-dire qu'ils ont trop peur de soirée sur The Old Republic. Du coup, ils font très loin dans le passé. Et entre les deux, ils veulent pas faire... On y arrivera à The Old Republic, on y arrivera. C'est le réel du dernier Indiana Jones aussi, oui. Que je n'ai toujours pas vu, donc ne se prononce pas, mais qui apparemment est quand même moins bon que par exemple Logan, que moi j'ai adoré, vraiment. Donc l'intrigue se déroulera donc bien 25 000 ans avant. James Mangold, un réalisateur de talent pour donner vie à ce nouveau projet. Le choix de James Mangold pour réaliser Dawn of the Jedi semble particulièrement judicieux. Nommé 2 fois aux Oscars pour son travail de scénariste sur Logan et de producteur sur Ford v Ferrari, Mangold a déjà trouvé son talent pour donner vie à des histoires épiques. Sa maîtrise des codes, des films d'action et son sens du spectacle devraient parfaitement se marier avec l'univers Star Wars. Un scénario coécrit par Beau Willimon, le créateur de House of Cards, pour écrire le script de Dawn of the Jedi, l'aube des Jedi. James Mangold sera épaulé par Beau Willimon, créateur de la série politique à succès House of Cards. Willimon a récemment travaillé sur la série Andor pour Disney+, prouvant sa capacité à s'approprier avec brio l'univers Star Wars. Ce tandem prometteur laisse espérer un film au dialogue ciselé et au scénario alléchant. Film qui sortira le 26 mai 2026. Arrêtez avec cette date. Un nouveau départ pour le film Star Wars après une pause de 5 ans. Star Wars Dawn of the Jedi marquera le grand retour de la saga cinéma après une pause de 5 ans depuis l'ascension de Skywalker. Alors il y aura un film entre avant, hein, ne faites pas d'erreur. Si plusieurs projets sont actuellement en développement comme le film de Rey de Charmaine by Chinoy qui est en pause, Dawn of the Jedi semble être celui qui se concrétisera en premier. Mais c'est faux, mais tout... Non mais j'en peux plus.
Mais c'est incroyable. On va pas avoir un article qui finalise bien ses phrases. En fait, reprendre les morceaux d'articles de Empire ou de Variety, etc. Alors ça, on sait faire. Faire du copier-coller d'annonces des autres sites qui ont les actus, ça, on sait faire. Finaliser avec les propres informations, c'est pas, ils n'arrivent pas à le faire. Dawn of the Jedi semble être celui qui se concrétisera en premier. Non! Non! C'est Mandalorian and Grogu qui sortira le 20 mai 2026. Vous ne voulez pas ce film. C'est un truc de fou. C'est incroyable. Je meurs. Je meurs. C'est un truc de fou. Les fans peuvent donc s'attendre à retrouver la magie Star Wars sur grand écran d'ici 2026. Oui. Et ou 2027. Non, 2026. L'autre projet Star Wars en préparation pour le cinéma est le petit écran. On parlait de Dawn of the Jedi. Lucasfilm planche sur plusieurs autres films, notamment un long métrage tiré de la série The Mandalorian qui devrait sortir en mai 2026. Mais vous l'avez fait sur ChatGPT ou quoi? Votre article, vous l'avez pondu sur ChatGPT? Vous avez 2 paragraphes qui se contredisent. Côté série, les abonnés Disney Plus pourront bientôt... Mais attends, mais... Ah ouais, non mais j'ai compris. J'ai compris leur façon d'écrire les trucs. Oh, c'est une catastrophe. Ne faites jamais ça, j'ai compris. Donc l'article date bien du 24 octobre 2024 avec une information qui a été reliée et qui vient bien de Empire. Par contre, vas-y qu'on fait un CTRL-C, CTRL-V d'anciens articles qui ne sont plus du tout à jour. Mais je vous jure que ça doit venir de ChatGPT. Hein. Côté série, les abonnés Disney Plus pourront bientôt découvrir The Acolyte, show se déroulant lui aussi à l'époque de la Haute République. Lui aussi par rapport à quoi, on ne sait pas. Ah, quelques centaines d'années avant les films, de quoi combler les attentes des fans en attendant Dawn of the Jedi. J'ai répété qui se dit en anglais Cat Farton. C'est vrai. Ah, il y a des mises à jour. Ah non, mais c'est... Ne reproduisez pas ça chez vous, s'il vous plaît. Si vous avez l'envie de faire je sais pas, un site, un blog ou n'importe quoi sur des trucs comme ça. Mais c'est là où soit les mecs font du copier-coller d'anciens articles, soit c'est ChatGPT. Et ChatGPT sans relecture. Catastrophe. Catastrophe. Bref, l'information est quand même valide. Le réalisateur a en effet bien confirmé auprès de The Empire le fait que le tournage aura bien lieu en 2025. Est-ce que vous êtes chaud pour ce Dawn of the Jedi, les amis? Non mais il faut les comprendre, il y a trop de projets Star Wars qui doivent sortir en mai 2026, c'est ça. Ah, ça va foutre mal, hein. Ça va foutre mal. Bah, une chose est sûre. Première, je me suis dit qu'il y avait eu le droit à une coquille. Ok, il y avait peut-être une coquille. Sauf que là, ils la refont 2 semaines après. Et là, Gold CD, je n'irai plus. Je n'irai plus. Je ne prendrai plus ces informations-là. Parce que c'est n'importe quoi. Il y a 25 000 ans dans l'univers Star Wars, il y avait déjà des vaisseaux spatiaux et des sabres laser. Eh bien oui. S'il y a quelque chose qui... Alors, sabre laser, ça va être très intéressant. Parce que je pense que, de base, non. Je pense que, justement, de base, il va y avoir la notion de la force, d'aller peut-être voir les cristaux Kyber, voir la genèse des cristaux Kyber, de comment ils les ont traités pour les mettre dans leur sabre, etc. Ça va peut-être être le début de ça. Et ça peut être vraiment génial. Par contre, les vaisseaux, ouais, ça date depuis très longtemps. En vérité, à l'époque de la Old Republic, donc de KOTOR ou de The Old Republic, il y avait déjà full vaisseau, full sabre laser. Le souci, c'est que c'est casse-figure de bosser sur Star Wars parce qu'ils ne peuvent pas contenter tout le monde entre les nostalgiques de la première trilogie et ceux qui ont aimé la prélogie et la postlogie, tu veux dire. Et la trilogie originale, ouais. Ah oui, non, mais c'est sûr, c'est sûr. Mais après,
enfin, encore une fois, on revient sur un propos qui était très vrai, un édito qui était très vrai. Star Wars va très bien financièrement, malgré ce que certains disent, malgré les soi-disant échecs. C'est bankable de fou Star Wars et ça n'a pas baissé. Donc voilà, Disney est très content du rachat de Star Wars. Tout va bien. Voilà, c'est oui, il y a des hauts et des bas en termes de critiques. Oui, il y a des séries qui ont moins bien marché que d'autres, mais pour autant, Star Wars financièrement, tout Star Wars confondu, fonctionne extrêmement bien. C'est malhonnête. Oui, c'est malhonnête de fou. Tac, oui, mais ils me tournaient à l'huile de couche. C'est ça. Ils vont faire péter une étoile pour choper les cristaux juste pour le film? Non! Bah, en vrai, peut-être. Hop là. Je vais essayer de vous montrer un truc. Tac. Pour ceux qui ne le savent peut-être pas. Tac. Et... Tac. Là, je vais pas prendre ça. Hop. Est-ce qu'il y a un bon... On va prendre ça. On va faire un petit peu de Wikia, les amis. Je vais vous montrer ça. Les cristaux Kyber, d'où viennent-ils essentiellement? Alors pas que, hein, mais essentiellement pour les Jedi, pour leur formation, etc. Tac, j'enlève toutes les pubs et je vous montre ça immédiatement. Tac. Et hop là. La planète Illum. Ah, bah il n'y a pas le nom. Ah si, elle est là. Elle est là, le nom. Ah, coucou Aurel, comment ça va? Donc la planète Illum. Qu'est-ce que c'est que cette planète? Je vais vous dire le wiki, je sais pas, je crois pas qu'il soit très long. Ouais, il est pas très long. Illum était une planète glaciale située dans le secteur 7G des régions inconnues. Le noyau Illum était composé de cristaux Kyber essentiels pour la conception des sabres laser. L'ordre Jedi utilisa Illum pendant des milliers d'années pour un de ses rites de passage nommé la collecte, dans lequel les initiés Jedi devaient trouver et récolter des cristaux Kyber et ainsi confectionner leur propre sabre laser. Lorsque l'ordre Jedi fut exterminé sur l'ordre du Seigneur Sith, Seigneur Noir des Sith, Dark Sidious, le nouvel Empire Galactique occupa Illum et commença à l'excaver pour son vaste approvisionnement en cristaux Kyber qui devrait être utilisé dans la construction de la première étoile de la mort puis la seconde station spatiale. La surexploitation minière de la planète provoqua l'ouverture de son noyau puis entra la formation d'une énorme tranchée impériale tout le long de l'équateur d'Illum. Après la chute de l'Empire, le Premier Ordre transforma la tranchée massive en une installation appelée la base Starkiller, capable de détruire des systèmes stellaires entiers. La planète devint alors une arme de destruction massive qui détruisit le système Osnir, siège de la Nouvelle République. Après l'attaque menée par le commandant Podamron de la Résistance, la planète s'effondra en une étoile qui fut plus tard nommée Solo, en hommage au contrebandier Han Solo qui mourut sur Illum des mains de son fils Ben Solo, alias Kylo Ren. Tac. Alors, planète d'origine, oui et non, mais c'est une planète de cristaux Kyber. Donc, nous verrons. Peut-être qu'ils vont donner plus d'informations sur cette planète-là et possiblement la découvrir grâce à la force, etc. Peut-être que ça va amener justement à la conception des premiers sabres laser, lieu devenu culte. Mais ce qui est très 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 intéressant, c'est de se dire que Starkiller, c'est Illum. C'est Illum. Et l'état de Illum, vous pouvez le voir dans la série Clone Wars. À un moment donné, il y a un épisode qui est dédié au rite de passage, justement. Donc on peut voir Illum en bon état. Et après, on peut aussi voir Illum dans Star Wars Jedi Fallen Order ou Survivor, je ne me rappelle plus. Je crois que c'est Fallen Order. C'est Fallen Order.
Où bah, on y va avec quelques Kestis pour retrouver un Kyber. Et l'étoile solo, ils l'ont appelé comme ça car elle était toute seule sur la planète à côté. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Ah ça, je ne savais pas qu'il s'était servi d'Illum pour détruire Coruscant. Alors c'est pas Coruscant. Ce n'est pas Coruscant. Coruscant est toujours debout. Eh oui. La planète qui se fait détruire par Starkiller, même si elle y ressemble beaucoup, je reconnais, Allison, n'est pas Coruscant. Ce n'est pas Coruscant, c'est le système Osnia. J'ai pas le nom de la planète, elle doit exister ce nom de planète, hein, mais voilà, ce n'est pas le bon système qui a été détruit. J'ai fait une vanne avec ça sur Twitter, le nom de solo. Ah. Vous en ratez pas une. Mais c'est vrai que la planète y ressemble beaucoup. On a tous eu l'impression que c'était Coruscant qui avait pété, mais non en fait. Ah, comme quoi je ne savais pas tout sur ça. Ah bah non, mais on en apprend toujours, même moi, hein, tous les jours j'en apprends, hein, vraiment. C'est genre... Vous regardez la tribune de Coruscant par exemple, ou même SIA, hein, genre vous les regardez et vous découvrez que vous en apprenez vraiment tous les jours sur l'univers Star Wars. Moi je suis un passionné, mais je ne suis pas un puits de science loin de là sur l'univers, j'en apprends vraiment tous les jours. J'en apprends vraiment tous les jours. Allez, on continue notre petit périple avec une information et pas des moindres, la sortie en Blu-ray Ultra 4K HD de 2 séries Star Wars. La série The Mandalorian saison 3 et Ahsoka saison 1 qui débarque. Attention, vous êtes prêts? C'est toujours pas ça que je voulais faire, à chaque fois je me plante. Tada! Les steelbooks sont magnifiques, vraiment. Le système osnien qui a été nommé dans un film Le Temps de le détruire, oui c'est ça. J'avoue. L'univers est infini, mais oui, totalement. Day One pour toi, Kenobi. Je comprends. Alors, bah attendez, je vais traduire parce que là, ça va être un peu dur sinon. Qu'est-ce qu'il comporte? Ah bah super, attendez, je vais faire différemment, comme d'habitude. Je sais pas pourquoi des fois ça marche pas de faire comme ça. C'est pas grave. Hop. On a toujours des solutions. Tac. Alors, je vais descendre un peu de ce côté-là, comme ça vous avez des images, et je vais vous lire l'article. Je vous montre ça. Voilà. Tac. Si vous vous sentez comme Sabine Wren et que vous voulez simplement ramener Ezra Bridger à la maison, nous avons de bonnes nouvelles pour vous. En décembre, Star Wars Ahsoka, la première saison complète et les aventures les plus récentes du clan des deux Star Wars The Mandalorian, la troisième saison complète arrive toutes deux sur des supports physiques à collectionner. En précommande à partir du 31, donc à partir de demain, à l'heure où on enregistre cette émission, les coffrets marqueront la première fois que ces saisons des émissions Star Wars nominées au Emmy seront disponibles à la possession, à l'instar des précédentes éditions collector de Lucasfilm publiées plus tôt cette année, y compris Star Wars Obi-Wan Kenobi et Star Wars Andor saison 1. Chacune de ces nouvelles versions sera disponible à l'échelle nationale sur 4K UHD Steelbook avec une toute nouvelle boîte conçue par Attila Zwarka, des cartes d'art conceptuel à collectionner et d'autres matériaux bonus. De plus, les 4 titres seront les premiers Disney Plus Original à en inclure la 4K Ultra HD Dolby Vision ainsi que l'audio Atmos pour une expérience de cinéma maison avec des visuels époustouflants et un son immersif et cinématographique. Qu'est-ce que va contenir les Blu-ray? Alors, du côté de Star Wars The Mandalorian, l'intégralité de la 3e saison. Autrefois chasseur de primes solitaire, Din Djarin a retrouvé Grogu. Pendant ce temps, The New Republic, la Nouvelle République, lutte pour éloigner la galaxie de sa sombre histoire. Le Mandalorian croisera le chemin d'anciens alliés et se fera de nouveaux ennemis, alors que lui et Grogu poursuivent leur voyage ensemble. Qu'est-ce qu'il y a dans les bonus? Honorer le magistrat, un hommage à Carl Weathers qui nous a quittés. Jon Favreau et Dave Filoni rendent hommage à Carl Weathers, le talent inoubliable derrière Greef Karga. Galactic Legacy, The Creator and Droid of the Mandalorian. Découvrez les secrets des créatures et droïdes mémorables de la saison 3 avec les artistes qui leur ont donné vie. Forging the Cover Part 3. Jon Favreau, Dave Filoni et les cinéastes explorent le monde en expansion des guerriers mandaloriens de la saison 3.
du côté du Blu-ray d'Ahsoka. Se déroulant après la chute de l'Empire, Star Wars Ahsoka suit l'ancienne chevalier Jedi Ahsoka Tano alors qu'elle enquête sur une menace émergente pour une galaxie vulnérable. Caractéristique bonus, Ahsoka Legacy. Rejoignez les acteurs et l'équipe pour un aperçu du développement de la série d'action en direct d'Ahsoka. Pass of the Apprentice, explorer la dynamique d'Anakin et d'Ahsoka dans le monde entre les mondes. Ça peut être très intéressant. Fantôme du passé, aller plus loin en mettant en lumière les alliés d'Ahsoka, Sabine, Hera, Ezra et Chopper. Darkness Rising, découvrez les secrets des ennemis d'Ahsoka. Voilà pour les bonus de ces éditions-là, donc qui sortiront le 3 décembre. Tiens donc, cette date vous rappelle-t-il rien? Qui sera le plus rapide? 3 décembre. 3 décembre. Qui va me le claquer là? C'est une EP Disney Cap qui cible uniquement la pub dans l'article. C'est vrai. Enfin, je vais pouvoir m'acheter toute la série des Hommes Mandalorian. J'attendais la sortie de la saison 3 pour m'acheter le coffret intégral. Ah, ils n'ont pas annoncé le coffret intégral. Hein. Pour l'instant, on s'est séparé. Disney, c'est maintenant que tout se digitalise qu'ils sortent les doigts pour sortir des Blu-ray. Oui. C'est clair. C'est ESC Distribution avec de beaux steelbooks. Ah bah clairement, ouais. PlayStation, non, oui. Oui, mais non. Là, je vois pas pour le 3 décembre. Bah, alors, merci, Exou. Merci. 3 décembre, date de sortie de la série Skeleton Crew. Eh oui. Alors, c'est le 4 chez nous, en France. Et c'est le 26 mai. C'est le 4 chez nous en France, mais en fait, c'est le 4 à telle heure. Ça sera le 3 le 3 aux États-Unis. Bah alors on a plus Google, j'avoue. Mais oui. Et ça rappelle pas, comme par hasard, Dragon Ball aussi, qui a fait la sortie de Sparking Zero et de la série Daima le même jour. Bah Star Wars, ils font la sortie des Blu-ray voilà, de Star Wars en même temps que la série Skeleton Crew qui débarquera. Comme quoi. Hop. C'est une nouvelle technique commerciale apparemment, de tout regrouper. Est-ce que ça fonctionne ou pas? Bonne question. S'ils le font, c'est que sûrement que oui. De prime abord, j'aurais tendance à dire que ça se mélange en termes d'annonces, mais apparemment non. Apparemment c'est même mieux parce que ça permet peut-être d'avoir... En vérité, je pense que ça permet d'avoir le hashtag Star Wars très haut et de profiter d'avoir le hashtag Star Wars très haut pour balancer toutes les informations autour de Star Wars. Peut-être ça l'idée derrière. Possible. Ils sont malins. Allez, on continue. Parce que si vous avez cru qu'il n'y avait pas encore des actus, bien sûr que si qu'il y a des actus. Hop. On va parler, tiens, autre chose que de film avant de terminer sur du film. Parce qu'il y a encore quand même quelques petites annonces. Tac. Ça va être une édition voilà, limitée comme les autres saisons. Mais décidément, il ne veut plus rien me traduire. J'adore. Attendez, heureusement qu'on a toujours des solutions de secours, mais il veut plus. Ok. Mais bon, attendez, on va faire autrement. Hop. Voilà. Tac. Et voilà. Je fais mes petites babioles. Voilà. Est-ce que ça vous dirait d'avoir des nouvelles de Kylo Ren? Ah ouais, vous n'avez pas vu venir celle-là. Ou alors ils se sont dit, il y a des tarés qui passent tout un week-end pour mater toutes les trilogies d'un coup. Imagine, j'ai fait ça dans les salles de ciné. Wait. Ouais, c'est déjà arrivé en effet. Je viens de voir pour la saison 1 de Obi-Wan en DVD édition Steelbook, le prix pique un peu. Ah, en Blu-ray. En Blu-ray, il faut. Tout à fait, en comics. Il revient avec une nouvelle édition de comics. Vous allez voir. Et le sujet est très intéressant, vraiment. Quand on parlait de renforcer la postlogie, ben vous allez comprendre ça tout de suite.
Montrez-moi à nouveau la puissance des ténèbres et je ne laisserai rien se mettre en travers de notre chemin. Kylo Ren revient dans Marvel Star Wars Legacy of Vador Révélation. Kylo Ren est prêt à terminer ce que son grand-père a commencé. Bientôt le chef suprême du Premier Ordre suivra les traces de Dark Vador avec la nouvelle série de bande dessinée Marvel Star Wars Legacy of Vador. Écrite par Charles Soule, qui a déjà écrit Star Wars l'ascension de Kylo Ren et Star Wars Dark Vador Seigneur des Ténèbres des Sith. Entre autres, l'histoire commence par un voyage à Mustafar où Ren descendra dans le château de Vador. Les numéros suivants emmèneront Kylo dans les sables familiers de Tatooine alors qu'il tente de percer les secrets du passé de sa famille. Franchement, mais sur le papier, j'ai trop hâte. Soule, qui a d'abord présenté à la série New York Comic Con 2024, est ravi de retourner au Chevalier de Ren pour une histoire qui clôt sa précédente mini-série qui explorait la chute de Ben Solo du côté obscur. Quand les fans me parlent de mon travail sur Star Wars, 2 de mes séries de bande dessinée Marvel reviennent plus que presque tout le reste. Ma série de 2017 sur Dark Vador avec Giuseppe Camuncoli et ma série de 2019 The Rise of Kylo Ren avec Will Neely, a déclaré Soule à StarWars.com. Je pense que les deux ont si bien fonctionné en partie parce qu'ils se déroulaient dans des parties de la chronologie de Star Wars pleines de questions sans réponse sur des personnages que le public aime vraiment. Cette nouvelle série n'est pas seulement une combinaison de ces 2 livres, mais aussi une chance d'explorer une section extrêmement riche de la chronologie qui est presque entièrement ouverte. Le temps de Kylo Ren en tant que chef suprême du Premier Ordre, se déroulant entre les événements de Star Wars les derniers Jedi et Star Wars l'ascension de Skywalker, Legacy of Vador revisite le lien durable de Kylo avec son grand-père maternel, l'homme de main de l'Empire Dark Vador, et explore davantage comme les événements du passé de Vador guident les choix de Kylo alors qu'il dirige le Premier Ordre. Kylo est vraiment perdu à ce moment particulier. En très peu de temps, il a affronté 2 de ses mentors les plus importants au combat, dont son oncle, tué son propre père, presque tué sa mère, volé le contrôle d'une armée de niveau galactique qu'il n'a aucune idée de la façon dont il va l'utiliser, et bien sûr a trouvé un lien profond avec un autre utilisateur de la Force nommé Rey, poursuit Soule. Tout cela tourbillonne dans sa matrice émotionnelle, le rendant profondément instable, en colère, frustré, dangereux. Il est à la recherche de toutes les formes de conseils qu'il peut obtenir, même s'il ne veut pas l'admettre, et il se tourne donc vers la seule chose qui lui reste, l'héritage de son grand-père, le Seigneur Sith Dark Vador. Aujourd'hui, jetez en premier coup d'œil à l'intérieur des premiers numéros de Luke Ross, qui a travaillé sur Star Wars Dark Vador 2020 et Wars of Bounty Hunter, ainsi qu'à la révolution de la première couverture de Derek Chu et une variante de la couverture d'Annie Wu. Tenez, je vous montre. Hop. Je descends. Donc vous avez les couvertures et les premières images, du coup. Donc ça arrivera le 5 février 2025, le premier numéro. Moi, honnêtement, le thème me donne grave envie. Hein. Sachant que, bah, ça va, apparemment, le comics commence un peu de la même façon que Star Wars l'ascension de Skywalker, parce que pour certains qui ne l'avaient pas reconnu, faut savoir que l'ascension de Skywalker, la fameuse planète où les arbres brûlent rouge là et machin, croyez-le ou non, c'est Mustafar. Donc voilà. Du coup, il y retourne, mais cette fois-ci, il va aller au château. Et du coup, bah, c'est ça qui est aussi intéressant, c'est qu'on va voir un peu les coins autres de Mustafar, là où il y a justement les arbres brûlés, etc., qui vont amener à ce qu'on connaît de Mustafar dans l'épisode 3. Donc ça va montrer un peu plus la densité de la planète. Qui l'eût cru, exactement. Ah bah, honnêtement, jamais de la vie, quand j'ai vu Star Wars épisode 9 pour la première fois, jamais de la vie, je pensais que cette planète, c'était Mustafar. Quand j'ai vu que c'était officiel, j'étais quoi? Mais pardon. Donc bon. Mais donc voilà, ce comics qui va traiter quand même de tout ce côté un peu perturbé de Kylo Ren qui va l'emmener sur les traces de Dark Vador. Franchement, moi je signe.
Kylo, c'est un peu l'ado rebelle qui s'est perdu. Et après le 7, c'est juste un sidekick de Rey. Bah, en vrai, oui, dans le 7, il y avait l'idée de se dire que il y avait... En fait, Star Wars a toujours une connotation avec les guerres existantes. Toujours. Et, euh, et du côté de Kylo Ren, on sent la filiale avec l'enfant qui est parti voilà, faire une formation chez les extrémistes, etc. et tout. Et voilà, ça s'est mal passé parce qu'il était incompris, qu'il avait été laissé pour compte, une famille déchirée, puisque parce que Leia et Solo se sont séparés. Enfin bref, il y a eu plusieurs thèmes qui ont fait que oui, c'était un sale gosse volontaire. Hein. Mais non, il aurait pu devenir bien plus puissant. Et vraiment dans le 9... En vrai, dans le 7, le problème c'est qu'il a quitté son masque beaucoup trop tôt. Vraiment. Je trouvais que les premières minutes de l'épisode 7, quand il arrive, elles sont épiques de fou. Genre, vraiment. Il est d'une classe folle. T'es là, t'es... Oh, c'est incroyable. Quand il arrête le blaster et tout, c'est fou. Mais après... Ça sort le 26 mai du coup. Non Le 5 février 2025. Kylo, il faut développer un peu plus le perso. Ouais. Ah bah ils ont mis le paquet côté drama avec Kylo. Ouais, clairement. Un BEP dictature, c'est ça. Mais non, mais voilà, donc ça va être super intéressant. Et en vrai, il y a un monde où des choses peuvent se passer pendant le Mandoverse. Hein. Moi, je vois bien. Peut-être que je me trompe complètement. Hein, mais je vois bien le retour de Snoke pendant le Mandoverse sur les films. Voilà, genre l'arrivée de Snoke et donc pourquoi pas d'un jeune Kylo. De charisme avec la classe, mais avec le casque, mais c'est fou. Hein. Moi, quand il a retiré son masque la première fois, j'ai ri, j'ai cru que c'était un prince de Disney. Et là, mais en plus, il a une voix plutôt fluette, tu vois, genre. Donc, il est comme ça. Ah, tu vois, genre, hyper imposant. Et après, d'un coup, il le retire devant Rey. Alors, Rey. Et là, il devient un peu un tombeur bizarre, tu vois, genre. C'était bizarre. Voilà, on va pas se mentir, c'était bizarre. Mais bon, c'est fait, c'est fait. Hein. Donc voilà, moi, je suis assez chaud, vraiment. Pour ce que cette série de comics. Vraiment, je trouve que le thème peut être très, 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 très cool. Et on va donc terminer avec une dernière actualité concernant Star Wars. Et on va revenir en arrière sur les films. Alors qu'Adam Driver a une grosse voix. Ouais, mais je sais pas. En fait, le truc, c'est que le déséquilibre entre la voix avec la machine et sa voix de tombeur, tu là, tu te dis, mais pourquoi? La tradition hollywoodienne de faire se battre les personnages principaux sans casque pour voir si, leur visage, mauvais call. Ah, bah clairement. Clairement. Alors que rien que le souffle de Dark Vador fait trembler toute une salle. Genre, il suffit juste d'un souffle. Tu entends ça? Et t'as des poils. Genre, il suffit juste de ça. Mais là, encore une fois, l'arrivée de Kylo Ren au début de l'épisode 7, incroyable. Genre, il arrive, ça fait, t'as tous les Stormtroopers qui canardent de partout, bam, ça arrive, lui il arrive en plein milieu, coup de blaster, boum, il se tasse le blaster, t'es là, t'es... What the fuck? Oh, c'est ça, waouh! Tu vois, genre, perso, je vois Vador, je mets un genou à terre avec Kylo, je lui rigole au nez. Pas à ce point-là, mais c'était décevant, ouais. Les deux premières trilogies parlent de la Seconde Guerre mondiale et la postlogie reste sur cette idée, mais avec un what if, le premier ordre. Bah, tu sais, en vérité, sur la postlogie, pour moi en tout cas, et principalement l'épisode 7, hein, il y a quand même beaucoup de la guerre moderne, avec le terrorisme, etc. Vraiment. Et pour le coup, le terrorisme, etc., est beaucoup utilisé dans l'ère Disney. Je la trouve plus contemporaine qu'Enemy, en vrai. Qui se cache en parallèle avec les nazis, qui se cachent en Argentine et dans la post-logie dit et s'ils étaient revenus ultra puissants. Oui, tu as raison. Mais pour moi, il y a aussi beaucoup du terrorisme et beaucoup de la guerre moderne.
Et après, il se fait défoncer par une nana qui n'avait pas utilisé la force depuis plus d'une semaine. Alors, là, alors, entendez-moi bien, c'est pas tous les jours. Je vais défendre cette scène de la fin de l'épisode 7. Je vais la défendre. Profitez les fans de l'épisode 7, ça arrivera pas souvent. Cette fameuse scène qui, voilà, est pas... Globalement, l'épisode 7, j'ai pas... Voilà. Mais, cette fameuse scène de combat sur Ilum, justement, sur Starkiller, où tout s'effondre, etc. Je répète. Alors oui, Rey, le bas. Mais, je rappelle quand même que Chewbacca lui a mis un putain de coup de blaster dans le bide. Le mec, pendant tout le combat, il est en mode... Alors bon. Et je peux vous dire que l'arbalète de Chewbacca, elle est d'une violence, en termes de puissance, phénoménale. Genre, vraiment. Donc, le mec se bat avec un coup de blaster de l'arbalète de Chewbacca dans le bide. Un peu normal, quand même, qu'il a un handicap. Et, scénaristiquement parlant, c'est un peu voulu pour qu'il y ait vraiment combat, tu vois. Et qu'il s'interroge vraiment sur Rey. Qu'il commence à se dire, il nous faut Rey. Parce que si Rey, il l'aurait démonte, il aurait dit, bah en fait, elle vaut rien, je m'en fous, tu vois. C'est pas un problème, tu vois. Mais justement, par ça, on montre qu'il y a Rey qui est potentiellement une menace pour le premier ordre. Mais oui, voilà, donc je défends. Je défends parce que bon, le mec, il est là devant tout le long. Il se tape le bide en mode j'ai pas mal. Donc voilà, sa défaite s'explique. C'est que Kylo est ridicule, c'est un sale gosse qui veut être meilleur que son grand-père alors qu'il n'arrive pas à la cheville. Oui, mais est-ce que c'est pas ça qui en fait un personnage intéressant, Allison? C'est, en vérité, les gens qu'on aime à détester, c'est des très bons personnages, normalement. Globalement. Normalement. Un personnage qu'on aime à détester, c'est qu'il a réussi. Souvent, c'est comme ça. Pour Kylo Ren, c'est un peu plus mitigé. Mais... ce n'est pas tout le monde qui arrive à tanker des coups de sabre. Ah non, mais c'est clair. C'est clair. On écoute. Ah, je sais que t'as mal, évidemment. Kylo était blessé. La remontada. Question, ils sont amoureux, je me pose la question. Alors, tu sais que chaton, c'est une vraie bonne question. Parce que, en vérité, il n'y a pas de réponse officielle. Je dirais même que, selon les acteurs et le trouble qu'il y a, c'était plus un baiser de, on va dire, de dyade, de fusion, que d'amour à proprement parler. C'est vraiment, hein, la question est en suspens à ce niveau-là. C'est plus une attirance inconditionnelle par la dyade qu'il représentait que un amour à proprement parler entre les deux. C'est plus à lire comme ça, cette fameuse relation. C'est une dyade de la force, et donc cette dyade fait que, bah, oui, ils sont attachés de manière inconditionnelle. Oui, il y a eu ce baiser qui, voilà, est pour être un peu le point d'orgue, mais un baiser, on le sait, hein, dans Star Wars, ça veut pas forcément, ça peut être très léger, comme bah, le fameux baiser dans l'Empire contre-attaque entre Luke et Leia. Voilà, c'était pas un baiser d'amour, c'était un baiser pour emmerder Han Solo. Et donc, du coup, les baisers ne sont pas forcément égaux à l'amour. Et dans Star Wars, et même dans la vie de tous les jours, hein, voilà, machin truc, mais concrètement, c'était plus une manière de fédérer la diade. Spirituelle, ouais. De réponse, voilà. En parlant de ça, Rey se fait appeler Skywalker à la fin du 9. Même s'il se marie, il ne serait toujours pas Skywalker, mais Solo. Elle est très bonne. Elle est très très bonne. Mieux vaut Rey Solo et Rey Dooku que la Rey Dooku. Putain, vous êtes on fire. Hein. Vous êtes on fire. Mais je t'en prie, chaton.
Je t'en prie, mais c'est une vraie bonne question parce que beaucoup se l'ont posé et qu'il n'y a pas eu de, on va dire, de réponse officielle canonique à ça. Mais voilà, selon les acteurs et selon les dires de Lucasfilm, on est plus proche de ça. Voilà, genre d'une. Pour signer l'apothéose de la Diane. Nouvelle actu. Dernière actu, vous savez qu'on est dans la période des 25 ans de Star Wars épisode 1. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites autour. Et il y a un roman, enfin non pas un roman, un livre qui va sortir le 31 octobre aux États-Unis. J'ai pas de date, j'ai pas réussi à trouver s'il y a une date qui est prévue en France ou pas. Mais un livre, les 25 ans de Star Wars épisode 1 spécial édition, voilà, qui va sortir, qui est un livre qui va traiter de beaucoup de choses autour de l'épisode 1, avec des interviews exclusives, des révélations sur des scènes. On parlait, en ce moment on parle beaucoup de l'équivalent de 3 films Star Wars qui sont dans les réserves cachées. L'équivalent de 3 films Star Wars qui n'ont pas été montrés, qui ont été tournés pendant la postlogie. Un rassemblement de scènes coupées qui pourrait faire des versions longues absolument gigantesques. Eh bien, ils vont en parler aussi un petit peu pour Star Wars épisode 1, etc. Je vais vous lire l'article qui vient de Holofy, très bon compte Twitter, qui relaie beaucoup d'informations autour de Star Wars et qui ont une exclusivité, les premières images de ce livre. Je m'en vais vous raconter leur article, mais juste avant, petit tout. 2024 marque le 25e anniversaire de Star Wars épisode 1, La Menace Fantôme, le premier film préquel de George Lucas a marqué un nouveau départ pour la galaxie lointaine, très lointaine, et continue d'influencer la narration de Star Wars à ce jour. En l'honneur du 25e anniversaire du film tant aimé, le volume spécial sera bientôt disponible. Star Wars, La Menace Fantôme, l'édition spéciale 25e anniversaire, raconte l'histoire des coulisses du premier chapitre de la trilogie préquelle du point de vue unique de Star Wars Insider. Alors que le magazine a suivi de première main la progression du film de la pré-production à la première, avec des mises à jour de la préquelle du producteur Rick McCallum, des informations du scénariste et le réalisateur George Lucas et des aperçus approfondis des conceptions et des effets visuels spectaculaires du film, cette édition spéciale officielle vous ramène dans le temps pour explorer la réalisation du film, comme cela s'est produit. Cette édition anniversaire comprend également des entretiens sur le plateau avec des membres du casting, Liam Neeson, Ewan McGregor, Natalie Portman, Ahmed Best, Ian McDiarmid et Ray Park, mais aussi les amis, et ça je trouve que c'est méga important, et moi ça me fait chaud au cœur, de Jake Lloyd. Jake Lloyd, le petit Annie, qui a passé des années d'enfer. Les amis, enfin il revient, et on va avoir un entretien de Jake Lloyd, du petit Annie. Il est passé par la psychiatrie, etc. Ça a été un enfer. Vraiment, il a eu une enfance horrible. Horrible. Et là, il y avait quelques temps, on avait des photos où il ressortait de chez lui, etc., où ça allait un peu mieux. Et bien voilà, il y a un entretien avec Jake Lloyd. Moi, je suis trop content. Voilà, franchement, ça fait trop plaisir à lire. Coucou Gugu, comment ça va? Et voilà, je suis trop heureux. Ouais, c'est comme Ahmed Best, hein. Ahmed Best, donc celui qui jouait Jar Jar, qui aujourd'hui joue un personnage, un Jedi, pendant la partie de la guerre des clones, pendant l'ordre 66, qui joue Dark Jar Jar dans Rebel to the Galaxy. Ah, tout ça à cause d'Abouti, bah oui, évidemment, mais concrètement, ça fait trop plaisir. On a le retour de tout le monde, les amis. On a le retour de tout le monde. Est-ce qu'il sortira le 26 mai? Non, parce que c'est là les 25 ans. Ah, le petit Jack Lloyd, le petit Annie. Franchement, ça c'est une trop belle nouvelle. Donc là on a le sommaire, voilà, donc avec donc il y a Liam Neeson, Ewan McGregor, Jack Lloyd. Je vois qu'il n'y a pas Hayden Christensen. Bon, il était peut-être pas dispo. Il y a Samuel L. Jackson, voilà. Donc vraiment des interviews, des entretiens avec tout le monde. Ça c'est juste trop bien. Vous pouvez voir du coup pas mal de voilà, les pages ici. Vous pouvez les retrouver sur le Holofy. Des photos, les tournages, etc. et tout. Des anecdotes. J'espère qu'il sera vendu en France. Moi aussi j'espère.
Voilà. Donc vous les voyez là, avec la conception des droïdes séparatistes, des pods. Voilà, donc lui qui est prévu, hein. Bah, en vente depuis le 29, en fait, depuis hier. Voilà, sur les sites, mais pour l'instant uniquement américains. Donc à voir une sortie française, j'espère aussi. Mais si vous êtes intéressé, bah voilà. Ça c'est trop cool. C'est trop cool. Voilà, voilà. Donc, vous avez les pages sur Holofy si vous voulez. Est-ce qu'il y en a qui sont tentés par ce petit magazine là? Moi j'ai franchement hâte d'entendre Jack Lloyd. Hein. C'est con, hein. C'est con, hein. Mais imaginez, depuis le temps, est-ce qu'il en garde quand même ce beau moment de l'épisode 1 quoi? Est-ce que malgré toutes les épreuves qu'il a dû traverser, est-ce que le tournage, est-ce que l'approche, il en garde quand même un peu de beaux souvenirs? J'espère. Je pense que oui, s'il en vient à faire un entretien, etc. Mais, enfin, le pauvre, avec tout ce qui s'est passé. Mais les voir tous revenir, c'est quand même. Il en garde un bon chèque. Sûrement aussi. Mais alors, franchement, il en a pas profité. Hein. Alors, possiblement plus ses parents que lui d'ailleurs. Parce que. Il a fait beaucoup d'années de psychiatrie. Hein. Beaucoup d'années de psychiatrie. Et donc voilà, il était enfermé, etc. Vraiment, apparemment, il a eu plusieurs tentatives. Enfin, il a eu vraiment du tournage, oui, je pense, mais après le tournage, non. Ah oui, non, après le tournage, c'est sûr que non, oui, ça c'est sûr. Oui, c'est son second rôle. Ah bah oui, oui, de toute façon, mais enfin, il n'était plus acteur de toute façon juste après. Après, il a disparu du grand public, oui. Bah, je pourrais, je sais, pour essayer d'être un peu plus précis sur Jack Lloyd, le pauvre bichon. Tac. Essayez de vous trouver ça. Donc, dernière apparition à l'écran en 2005. C'était pour Madison, de ce que je crois comprendre. Donc en 2012, il déclare dans une entrevue que la célébrité obtenue par Star Wars a fait de sa scolarité un enfer et que cela entraîna sa décision d'arrêter sa carrière d'acteur. Il travaille également sur un documentaire traitant des réfugiés tibétains en Inde qui essayent d'échapper à la persécution des gouvernements chinois. En juin 2015, il est arrêté pour excès de vitesse et conduite sans permis après une course-poursuite avec la police. Il est diagnostiqué schizophrène pendant sa détention et placé dans un établissement psychiatrique. En juin 2018, sa sœur de 26 ans, Madison Helen Lloyd Broad, meurt de cause naturelle. À 26 ans de cause naturelle. Madison avait un petit rôle dans La Menace fantôme en tant que princesse Ellie dans la scène de défilé. En mars 2023, après une grave crise psychotique, il est interné de nouveau en hôpital psychiatrique pour un séjour qui devrait durer 18 mois. À 35 ans, 10 mois après cette crise, ses proches affirment qu'il a connu une nette amélioration de sa santé mentale. Hardcore. Hardcore de fou. C'est pas le seul à avoir arrêté le cinéma très vite. Ah bah, Hayden Christensen, il avait fait quoi? Jumper. Et puis peut-être un ou deux films derrière. Et voilà, il s'était tellement fait harceler qu'il a tout arrêté. Coucou Saker, comment ça va? Mais après, voilà. Hein. Le truc, c'est que beaucoup l'ont très mal vécu. Hein. Carrie Fisher, en vrai, Carrie Fisher, l'après Star Wars, il n'y avait que dalle. Il y avait la drogue. Sex, drogue and rock'n'roll. Mark Hamill, un peu la même. Donc voilà, tu vois, genre il n'y a que Harrison Ford vraiment qui s'en sortait bien. Et plus récemment, bah on a Nathalie Portman où c'était vraiment. Alors c'était pas ses premiers films, parce que bah du coup il y avait Léon et tout, mais c'était la première fois qu'elle était dans des rôles principaux comme ça. Et elle, par contre, ça l'a propulsée. Comme quoi. Certains ils sont arrivés, mais là, mais
Là où Adam Driver, par exemple, était déjà un grand acteur avant de jouer Kylo Ren, pour tous les autres, la malédiction Skywalker a été un enfer. Il y avait une vraie malédiction Skywalker. C'était un délire. C'était un délire. Donc ouais. Mais donc voilà, c'était pour tout, c'est tout pour toutes les actualités de Starpoint. Je vous ai dit qu'il y avait quand même du lourd cette semaine. Les amis, j'espère, pour ceux qui nous suivent sur YouTube, que ce Starpoint vous a plu. Vous avez le lien en description de la chaîne Twitch. Si vous voulez le vivre, pourquoi pas à l'occasion en direct sur Twitch. Le lien il est là, c'est tous les mercredis à partir de 20 h. On est tous ensemble, vous voyez qu'il y a de la discussion. Je vous fais des très gros bisous. N'hésitez pas à mettre le petit like, le petit commentaire et à la partager si elle vous a plu. Je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao, ciao. À une prochaine pour un prochain Starpoint. À une prochaine pour un prochain Starpoint, ça ne veut rien dire. Mais c'est pas grave. Des bisous. Ciao, ciao.